Il existe sur la carte de la Russie un territoire où l'on ne peut pas se rendre en voiture. Absolument pas. Pas par n'importe quelle route, parce qu'il n'y a pas de route pour y accéder. La péninsule de Kamtchatka est isolée du continent, comme si la nature avait décidé de cacher cet endroit au reste du monde et avait oublié d'y mettre une entrée. La Kamtchatka s'étend du nord au sud, sur environ 1200 km. En superficie, cela équivaut à un pays entier comme le Japon ou l'État de Californie. Et pourtant, la grande majorité des gens vivant en Russie n'y ont jamais mis les pieds et, très probablement, ne le feront jamais. Ce n'est pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce que l'accès se fait uniquement par avion ou par mer, et le prix d'un billet aller simple est comparable à celui d'un vol vers un autre continent. Techniquement, tu voles vers un autre continent, mais formellement, c'est toujours ton pays. Mais ce qu'il est vraiment important de comprendre sur la Kamtchatka, c'est que ce n'est pas simplement un morceau de terre éloigné. C'est un endroit où la terre continue de se construire elle-même. En ce moment même, pendant que tu écoutes cela, un processus appelé subduction par les géologues se déroule sous la péninsule. Une énorme plaque tectonique du Pacifique, un morceau de croûte terrestre de la taille de la moitié de la planète, glisse lentement à quelques centimètres par an sous la plaque d'Okhotsk. La Kamtchatka se trouve exactement à l'endroit où une plaque s'enfonce sous l'autre, et le résultat de cette collision émerge du sol sous la forme d'environ 160 volcans, dont 29 sont considérés comme actifs en ce moment. Avant de continuer, abonne-toi s'il te plaît à la chaîne et mets un pouce en l'air. Pour que ce soit clair ce que signifie actif, le volcan Tolbachik a commencé une éruption fissurale en 2012, qui a duré presque jusqu'à la fin de 2013. La lave a coulé sur des dizaines de kilomètres, brûlant des forêts, ensevelissant des sentiers, remodelant le paysage. Là où se trouvaient autrefois des arbres, il ne reste maintenant que de la pierre noire figée. Et ce n'est pas un événement tiré d'un manuel, cela s'est produit il y a un peu plus de 10 ans, et les traces sont encore visibles aujourd'hui. La Terre y est littéralement plus jeune que la plupart des gens qui regardent cette vidéo. Le climat de la Kamtchatka fonctionne selon ses propres règles, et ces règles sont strictes. La température moyenne annuelle sur la majeure partie de la péninsule est inférieure à zéro. Cela signifie que si tu prends tous les jours de l'année et que tu fais la moyenne des températures, tu obtiens un chiffre négatif. Sur la côte est, il tombe jusqu'à 6 mètres de neige en hiver, pas des centimètres, des mètres. 6 mètres, c'est la hauteur d'un immeuble de 2 étages. Le vent dans les zones dégagées atteint des forces de tempête et transporte cette neige horizontalement, si bien qu'il est parfois difficile de savoir si la neige tombe d'en haut ou si elle vient de côté. Et au milieu de tout ce froid, de ce vent et de cette pierre volcanique se trouve l'un des endroits les plus incroyables de la planète, la vallée des geysers. Elle a été découverte en 1941 par la géologue Tatiana Ustinova. Et c'est, entre nous, une histoire à part, car elle a trouvé la vallée à pied, en temps de guerre, sans carte satellite, sans drone, sans aucune technologie. Elle marchait simplement le long d'un ruisseau et est tombée sur un endroit où de l'eau bouillante et de la vapeur jaillissent de la terre à intervalles réguliers. La vallée des geysers en Kamtchatka est le deuxième champ de geysers le plus grand au monde après celui de Yellowstone aux États-Unis. Environ 20 grands geysers y fonctionnent à intervalles réguliers, chacun selon son propre calendrier. L'un jaillit une fois par heure, un autre une fois toutes les 4 heures, un troisième une fois par jour. Et à chaque fois, c'est une colonne d'eau et de vapeur de plusieurs mètres de hauteur, parfois de plusieurs dizaines de mètres, qui jaillit du sol avec un bruit audible à 1 kilomètre. En 2007, une catastrophe s'est produite. Un puissant glissement de terrain a frappé une partie de la vallée et a enseveli sous des tonnes de boue et de pierres plusieurs geysers. On aurait dit qu'ils étaient perdus à jamais, mais le temps a passé et certains d'entre eux ont refait surface. À travers les pierres, à travers la boue, à travers des mètres de roches, l'eau chaude a trouvé un nouveau chemin vers le haut. Quand tu lis à ce sujet, il est difficile de ne pas commencer à considérer ces geysers comme quelque chose de vivant, même si techniquement, ce ne sont que de l'eau et de la pression. Sais-tu ce qui relie tous ces faits, volcans, geysers, neige, vent, isolement? Ils créent tous un endroit où la vie existe, non pas grâce à des conditions confortables, mais en dépit de celles-ci. La Kamtchatka est un territoire qui teste chaque jour tout ce qui est vivant. Et cette vie passe le test,
et ce, à une échelle difficile à imaginer depuis un appartement à Moscou ou un bureau à Novosibirsk. En Kamtchatka, il y a plus de 14 000 rivières. 14 000, ce n'est pas une erreur. Ces rivières transportent l'eau des glaciers et des lacs de montagne vers l'océan, et chacune d'elles est une artère par laquelle pulse la vie de la péninsule. L'eau ici n'est pas simplement une ressource, l'eau est un système de transport, une cantine, une maternité et un cimetière à la fois. Tout ce qui est le plus important qui se passe en Kamtchatka se déroule dans l'eau ou à proximité de l'eau. Et pour comprendre pourquoi c'est ainsi, il faut se familiariser avec un animal en particulier. Pas avec l'ours, nous y reviendrons plus tard. Avec le poisson, avec un poisson tout à fait ordinaire, que tu as probablement vu sur l'étal d'un magasin et peut-être mangé au dîner. Avec le saumon, mais ordinaire, est le dernier mot à utiliser quand on parle du saumon du Pacifique. Parce que ce que ce poisson fait chaque année dans les rivières de Kamtchatka, en termes de drame, de complexité biologique et d'impact sur tout ce qui l'entoure, n'est probablement surpassé que par ce que font les volcans eux-mêmes. Le saumon est le moteur sur lequel fonctionne tout l'écosystème de la péninsule, et sans lui, la Kamtchatka serait un endroit complètement différent. Mais reste un instant sur cette pensée. Quelque part à la lisière d'un immense continent se trouve un territoire de la taille d'un pays entier, où l'on ne peut pas construire de route, où de l'eau bouillante jaillit de la terre, où les volcans remodèlent le paysage tous les quelques années, et où en hiver il tombe tant de neige qu'elle ensevelit les maisons jusqu'au toit. Et ce territoire n'est pas un désert mort, il grouille de vie, parce que 14 000 rivières y coulent, et chaque année, des poissons y arrivent, déclenchant l'un des mécanismes biologiques les plus complexes et les plus beaux de la planète. La Kamtchatka est un endroit où le feu rencontre l'eau, où la glace côtoie l'eau bouillante, et où la vie a trouvé un moyen non seulement de survivre, mais de prospérer dans des conditions qui, selon toute logique, auraient dû l'anéantir. Et le plus étonnant, c'est que ce mécanisme fonctionne depuis des milliers d'années sans aucune intervention humaine. La question est de savoir combien de temps il pourra continuer à fonctionner maintenant que l'homme est enfin arrivé ici. En Kamtchatka, il y a une rivière qui porte le même nom que la péninsule, la rivière Kamtchatka. Elle s'étend sur 758 km à travers toute la péninsule, des chaînes de montagnes centrales jusqu'à la côte, et elle est si grande qu'on peut y naviguer en bateau pendant plusieurs jours sans croiser un seul homme. Mais cette rivière n'est même pas la chose la plus intéressante. Au sud de la péninsule se trouve le lac Kuriles, et c'est là que se déroule l'un des événements les plus importants de la planète, dont la plupart des gens savent trop peu. Chaque année, jusqu'à 6 millions de saumons chinooks remontent ce lac et les rivières qui s'y jettent pour frayer. 6 millions de poissons au même endroit, c'est un spectacle qui change l'expression du visage des personnes qui l'ont vu en direct quand elles commencent à raconter. L'eau des rivières devient rouge de la densité des corps de poissons. Pas rose, pas orange, rouge. Parce qu'au moment du frais, le saumon chinook change de couleur, passant de l'argenté à un rouge vif, et quand des millions de ces poissons se pressent dans le lit de la rivière, celle-ci cesse de ressembler à une rivière. En Kamtchatka, tous les 6 types de saumons du Pacifique cohabitent, le chinook, le keta, le gorbusha, le chavisha, le kijush et le sima. 6 espèces, c'est le plein assortiment, et il n'existe nulle part ailleurs dans le monde un endroit où les 6 soient présents simultanément en si grand nombre. Le chavisha est le plus grand d'entre eux, certains individus atteignant 45 kg, ce qui équivaut à la taille d'un grand chien. Le gorbusha est le plus petit et le plus nombreux, et c'est aussi le plus rapide en termes de cycle de vie. Et c'est ici que commence le plus incroyable, ce pourquoi il vaut la peine de raconter cette histoire. Chaque saumon naît dans de l'eau douce, dans une rivière ou un ruisseau. Ensuite, après quelques mois ou années, selon l'espèce, il part vers l'océan. Le gorbusha part et revient en 1 an. La nerka vit dans l'océan de 3 à 5 ans. Le chavicha peut errer dans l'océan Pacifique jusqu'à 7 ans, prenant du poids et se nourrissant de proies marines. Et puis, quand le moment vient, chaque poisson se retourne et nage à nouveau. Pas dans n'importe quelle rivière, mais précisément celle où il est né. Les scientifiques débattent encore de la manière dont le saumon trouve son chemin de retour à travers des milliers de kilomètres d'océan ouvert. L'une des principales hypothèses est qu'il s'oriente grâce au champ magnétique de la Terre sur de grandes distances, et à l'approche de sa rivière natale, son odorat s'active et le poisson sent littéralement l'odeur de l'eau dans laquelle il a éclos.
l'odeur d'un ruisseau spécifique, d'un fond rocheux particulier, d'une composition minérale précise dans le sol. Certaines espèces parcourent jusqu'à 1500 km en amont des rivières, contre le courant, à travers des rapides, à travers des chutes d'eau sans nourriture, car dans l'eau douce, le saumon cesse de se nourrir, complètement. À partir du moment où le poisson entre dans la rivière, il vit exclusivement grâce aux réserves de graisse et de protéines accumulées dans l'océan, et ces réserves diminuent à chaque kilomètre. Mais renoncer à la nourriture n'est pas la chose la plus terrible qui arrive au corps du saumon pendant sa migration de frai. Lorsque le poisson passe de l'eau salée à l'eau douce, son organisme passe en mode qui est en réalité une autodestruction contrôlée. Les reins commencent à fonctionner à l'envers. Au lieu d'éliminer le sel excédentaire, ils commencent à le retenir. Le niveau de cortisol dans le sang, l'hormone du stress, monte en flèche. Et ce cortisol fait au poisson ce qu'il fait à tout organisme vivant, mais à une vitesse accélérée. Il déclenche le programme de vieillissement. Le système immunitaire s'effondre, les os s'affaiblissent, les mâchoires des mâles se déforment de manière méconnaissable, une bosse se forme sur le dos, la peau se couvre de taches blanches, c'est un champignon qui dévore les tissus vivants et l'organisme du poisson ne peut plus lutter contre lui. Le saumon, qui entre dans la rivière en tant que prédateur argenté puissant, se transforme au moment du frai en un être déformé, se désintégrant sur place, qui tient debout, plus précisément sur ses nageoires, uniquement grâce à un programme biologique si profondément ancré qu'il ne peut être annulé, même par son propre corps en décomposition. La femelle creuse un nid dans le gravier au fond de la rivière avec sa queue, y dépose ses œufs, le mâle les féconde, et dans les jours qui suivent, les deux meurent. Pas quelques-uns, tous. Chaque saumon du Pacifique fraye exactement une fois dans sa vie et meurt après cela. Ce n'est pas un accident, une maladie ou une triste coïncidence, c'est un plan biologique, perfectionné par des millions d'années d'évolution, et ce plan a un sens très précis. Le voilà. Une tonne de saumon mort apporte dans le sol environ 130 kg d'azote et 20 kg de phosphore. Ce ne sont pas des chiffres abstraits, c'est un engrais. Un engrais océanique que le poisson a accumulé dans son corps pendant des années, se nourrissant dans les eaux les plus productives de la planète, et qu'il restitue maintenant à la Terre. Chaque poisson mort est un paquet de nutriments, transporté de l'océan vers les profondeurs du continent à des centaines, parfois plus de 1000 km de la côte. Des scientifiques de l'Université de Washington ont mené une étude qui mérite d'être connue de tous. Grâce à une analyse isotopique, une méthode permettant de déterminer d'où provient un atome d'azote spécifique, ils ont découvert que les arbres qui poussent le long des rivières de frai obtiennent jusqu'à un quart de leur azote de l'océan. Pas du sol, pas de la pluie, de l'océan. À travers les corps de poissons morts, un épicéa, poussant à 100 mètres de la rivière en Kamtchatka, obtient de l'azote que le poisson a collecté quelque part au large des côtes du Japon ou dans la région des îles Aléoutiennes. L'arbre pousse grâce au poisson. Si tu penses que cela semble fantastique, c'est parce que la nature est parfois plus incroyable que n'importe quel scénario. Mais il y a un problème. Le poisson meurt dans l'eau, les nutriments dans son corps se trouvent dans la rivière, et les arbres poussent sur la rive. Comment l'azote et le phosphore passent-ils de l'eau au sol ? Le courant peut emporter une partie de l'organique sur la rive lors des crues, mais cela ne suffit pas pour expliquer les volumes de transfert que les scientifiques observent. Il faut quelqu'un pour sortir le poisson de l'eau et l'apporter dans la forêt. Et ce quelqu'un existe en Kamtchatka. Il est grand, il est affamé. Et il y en a ici beaucoup, beaucoup. En Kamtchatka, il y a entre 15 et 20 000 ours bruns, et toute leur vie tourne autour du même saumon qui fait tourner la vie de tout l'écosystème. L'ours est le dernier maillon d'une chaîne qui commence au fond de l'océan Pacifique et se termine dans les cimes des arbres. Sans l'ours, la chaîne se rompt et la forêt le long des rivières commence à souffrir de la faim. Mais l'ours n'est pas seulement un transporteur de poissons de l'eau à la forêt, c'est un animal complexe, intelligent et en grande partie mal compris, qui mérite une discussion à part. Sa physiologie brise les règles que la biologie considérait comme universelles. Sa vie sociale sur les lieux de pêche ressemble à un petit État, avec sa hiérarchie, ses alliances et ses conflits. Et son rôle dans l'écosystème est si important que les scientifiques utilisent sérieusement le mot ingénieur lorsqu'ils parlent de son influence sur le paysage. À ce sujet, plus tard. Pour l'instant, pense simplement à ceci.
Le poisson naît dans un ruisseau, part vers l'océan pendant des années, nage des milliers de kilomètres, trouve son chemin de retour grâce à l'odeur de l'eau, remonte les rivières, détruisant son propre corps, frais, et meurt, et fait tout cela pour une raison. Sa mort nourrit la rivière, la rive, la forêt et chaque animal qui vit à proximité. Ce n'est pas une tragédie, c'est un convoi parfaitement fonctionnel où la mort n'est pas une fin, mais un carburant pour le prochain cycle de vie. Et ce convoi fonctionne encore aujourd'hui. La question est juste de savoir qui l'entretient à l'extrémité Kamtchatka. En Kamtchatka, il y a entre 15 et 20 000 ours bruns. C'est l'une des populations d'ours bruns les plus denses de la planète, et quand tu te trouves dans ces endroits, tu ne le comprends pas par des statistiques, mais par le sentiment que quelqu'un te surveille constamment. Parce qu'il est très probable que ce soit le cas. L'ours te voit avant que tu le vois, t'entend avant que tu l'entendes, et sent ton odeur à des kilomètres avant que tu soupçonnes même son existence. Ce n'est pas une exagération. L'odorat de l'ours brun est plusieurs milliers de fois plus aigu que celui de l'homme. L'ours brun de Kamtchatka est plus petit que son proche parent de l'île Kodiak en Alaska, mais plus grand que la plupart des autres ours bruns dans le monde. Un mâle adulte pèse en moyenne entre 350 et 450 kg, bien que des individus plus lourds soient également rencontrés. Pour comparaison, c'est le poids d'une petite moto avec sidecar, sauf que cette moto peut courir à 50 km/h, grimper sur des pentes et attraper du poisson à main nue, plus précisément avec ses pattes et ses dents. Mais avant de parler de la manière dont l'ours attrape le poisson, il vaut mieux parler de ce qu'il fait quand il n'y a pas de poisson. Parce que pendant 6 mois de l'année, l'ours de Kamtchatka passe dans sa tanière, et ce qui se passe avec son corps pendant ce temps brise plusieurs règles fondamentales de la biologie. Lorsque l'ours entre en hibernation, son rythme cardiaque ralentit de 40 à 50 battements par minute à 8 ou 10. Sa température corporelle diminue, mais pas autant qu'on pourrait s'y attendre, seulement de quelques degrés. Ce n'est pas autant d'une hibernation profonde comme celle des spermophiles ou des hérissons, où l'organisme est pratiquement en pause. L'ours est dans un état qui ressemble plus à un sommeil très profond et très long, dont il peut se réveiller en quelques minutes si quelque chose le dérange, et entrer dans la tanière d'un ours réveillé est l'un des pires événements qui puissent arriver à un humain dans la nature sauvage. Mais voici ce qui est vraiment surprenant. Pendant tous les 6 mois d'hibernation, l'ours ne va jamais aux toilettes, pas une seule fois. Ses reins transforment complètement l'urée, un produit de dégradation des protéines, qui est un déchet toxique pour tout autre mammifère, en protéines. L'ours recycle littéralement ses propres déchets en matériaux de construction pour ses muscles. Tout autre animal, y compris l'homme, serait mort d'une intoxication par l'urée en quelques jours si les reins cessaient de l'éliminer. Et pourtant, l'ours le fait pendant 6 mois d'affilée et sort de sa tanière au printemps, affamé mais vivant. Ce mécanisme est si unique qu'il est actuellement étudié par des médecins travaillant avec des patients souffrant d'insuffisance rénale. Si l'on parvient à comprendre comment l'organisme de l'ours recycle l'urée en protéines utilisables, cela pourrait révolutionner le traitement des maladies rénales chez l'homme. L'ours qui hiberne dans sa tanière en Kamtchatka pourrait bien détenir la réponse à une question que la médecine tente de résoudre depuis des décennies. Mais l'hibernation touche à sa fin et la saison commence, celle pour laquelle il vaut la peine de raconter cette histoire. Le saumon remonte les rivières et les ours se rassemblent près de l'eau. Au lac Kouril, celui où jusqu'à 6 millions de saumons viennent chaque année, jusqu'à 70 ours peuvent pêcher en même temps. 70 ours au même endroit. Chacun pèse plusieurs centaines de kilogrammes, chacun est affamé après l'hiver et chacun a besoin de poissons. On pourrait penser que cela se termine par du chaos et des combats constants, mais la réalité est plus intéressante. Le photographe japonais Shinichi Murata a passé plusieurs saisons consécutives en Kamtchatka, observant les ours au lac Kouril, et ce qu'il a documenté a renversé les idées reçues sur ces animaux. Les ours au lac se reconnaissent, ils ne se contentent pas de se distinguer, ils se reconnaissent et se souviennent pendant des années. Il existe entre eux un système relationnel stable, avec des mâles dominants, des subordonnés et des neutres, et ce système ne nécessite pas de confirmation quotidienne par des combats et des conflits. Un gros mâle occupe la meilleure place sur la rivière, et les autres ours ne contestent pas cet emplacement, non pas parce qu'ils ont peur sur le moment,
mais parce qu'ils se souviennent du résultat des confrontations de l'année précédente. Ce n'est pas une meute avec un chef. C'est plutôt une communauté avec un système de réputation, où chacun sait avec qui il vaut mieux ne pas s'engager et avec qui il peut pêcher à proximité. Les femelles avec leurs oursons se tiennent à l'écart et plus près de la périphérie, car les gros mâles représentent un danger pour les petits. Les jeunes mâles essaient de trouver des zones libres sur la rivière et reçoivent parfois une correction des plus âgés pour avoir mis les pattes au mauvais endroit. Mais dans l'ensemble, le système fonctionne. Et 70 ours réussissent à pêcher côte à côte sans transformer la rive du lac en un champ de bataille permanent. La technique de pêche est un sujet à part et elle montre que les ours ne se contentent pas de saisir le poisson au hasard. Au lac Kouril, où l'eau est profonde et le saumon nage sous la surface, les ours plongent après lui. Ils immergent complètement leur tête sous l'eau, parfois si profondément que seule la bosse de leur dos reste à la surface, et ils attrapent le poisson au toucher avec leurs pattes et leur gueule. Au seuil de la rivière Ozernaya, où l'eau est peu profonde et rapide, ils utilisent une autre technique. Ils se tiennent sur le courant et attrapent le saumon en l'air lorsqu'il saute par-dessus un obstacle. Des études ont montré qu'un ours expérimenté, en pleine période de migration du saumon, peut attraper jusqu'à 30 poissons par heure. 30 poissons par heure, c'est un poisson toutes les 2 minutes, et quand tu vois cela en vidéo, cela ressemble moins à une chasse qu'à un travail à la chaîne. L'ours se tient là, le poisson saute, l'ours attrape, l'ours mange. Ou ne mange pas, car voici ce qui est le plus important pour l'écosystème. Quand il y a beaucoup de poissons, l'ours commence à être difficile. Il mange les parties les plus caloriques, le cerveau et les œufs, et laisse le reste sur la rive, et c'est ce moment qui est crucial pour toute la forêt autour de la rivière. L'ours emporte le poisson pêché en moyenne à 50 ou 100 mètres de l'eau, parfois plus loin. Il le mange dans la forêt, dans les buissons, sur une clairière, et laisse ce qu'il n'a pas mangé. Les restes, les os, la peau, les entrailles, tout cela reste sur le sol et commence à se décomposer. Dans un rayon de cette zone, 50 à 100 mètres de la rive, la teneur en azote du sol est 3 à 4 fois plus élevée que plus loin de la rivière. Les arbres dans cette zone poussent plus vite, leur feuillage est plus dense, leur système racinaire est plus puissant. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat direct du fait que l'ours agit comme un coursier entre l'océan et la forêt. Mais l'ours n'est pas le seul coursier. Des dizaines d'espèces animales participent à la chaîne de recyclage de l'organique du saumon. Les pigargues à tête blanche, de grands oiseaux de proie avec une envergure de plus de 2 mètres, hivernent en Kamtchatka en nombre allant jusqu'à 2000 individus et tous se nourrissent des restes de saumon. Les renards traînent des morceaux de poisson dans leur terrier, les zibelines, les corbeaux, les mouettes, tous obtiennent leur part. Et ce qui reste après tout le monde revient à des centaines d'espèces d'insectes et de bactéries qui décomposent l'organique jusqu'à ce qu'il devienne de la nourriture pour le sol. Les scientifiques ont effectué une analyse isotopique des aiguilles des arbres poussant à différentes distances des rivières de frais et ont trouvé des traces d'azote marin, celui que le saumon a apporté de l'océan, même dans les arbres situés à 1 km de la plus proche eau. À 1 km, le poisson n'y est pas arrivé, l'ours n'y a pas apporté de poisson. Mais l'aigle qui a pris un morceau de saumon près de la rivière et s'est envolé avec sur un arbre, ou le renard qui a emporté la tête du poisson dans son terrier au fond de la forêt, ils ont achevé le travail. L'azote océanique a atteint les arbres les plus éloignés à travers des dizaines de pattes, de becs et de mâchoires. Voilà comment cela fonctionne. L'océan nourrit le poisson apporte l'océan dans la rivière. L'ours transporte le poisson de la rivière à la forêt, les oiseaux et les animaux dispersent les restes encore plus loin, les insectes et les bactéries intègrent tout cela dans le sol nourrit les arbres stabilisent les rives des rivières, les rivières offrent un habitat à la prochaine génération de saumons, et le cycle se répète. Chaque année, pendant des milliers d'années, ce n'est pas simplement un joli schéma d'un manuel d'écologie. C'est un mécanisme fonctionnel où chaque détail dépend de chaque autre, et si l'on enlève ne serait-ce qu'un seul élément, le poisson, l'ours, la forêt, la rivière, tout commence à s'effondrer. Et c'est précisément ce à quoi nous risquons actuellement. Pendant 3 parties consécutives, nous avons parlé de la façon dont tout cela fonctionne. Les volcans façonnent le paysage, les rivières transportent l'eau, le saumon apporte l'océan sur Terre.
L'ours disperse le poisson dans la forêt stabilise les rivières accueillent la prochaine génération de saumons, le cycle est bouclé et il tourne déjà depuis des milliers d'années sans interruption. Mais il est maintenant temps de parler de ce qui pourrait arrêter ce cycle. Et ici, le ton de la conversation change car les menaces ne sont ni théoriques ni lointaines, elles sont déjà là. La première et la plus vaste menace est le changement climatique, et en Kamtchatka, il ne se manifeste pas sous forme de graphiques abstraits, mais par des choses très concrètes que l'on peut mesurer et toucher. Selon les données des stations hydrométéorologiques russes, qui fonctionnent sur la péninsule depuis des décennies, la température moyenne en Kamtchatka a augmenté d'environ 1,5 degré au cours des 50 dernières années. 1,5 degré, cela semble dérisoire. Tu ne sentirais même pas une telle différence en sortant le matin. Mais pour un écosystème qui a été réglé pendant des millénaires sur un certain corridor de température, 1,5 degré, c'est comme avancer l'horloge de 30 minutes dans toute la ville et s'attendre à ce que les trains arrivent à l'heure. Les glaciers de Kamtchatka ont perdu environ 20% de leur superficie depuis les années 50 du siècle dernier. 20% en 70 ans, cela signifie que la glace, qui s'est accumulée pendant des siècles, fond plus vite qu'elle ne peut se reformer. Les glaciers alimentent les rivières accueillent le saumon nourrit tout autour. Si les glaciers continuent de diminuer, les rivières s'assécheront et certains lieux de frais cesseront de fonctionner. Pas tous, pas tout de suite, mais le processus est déjà en cours. Il existe également un mécanisme plus subtil qui est plus difficile à détecter, mais qui pourrait causer plus de dommages que l'assèchement des rivières. Le réchauffement de l'eau déplace les périodes de migration de frais. Le saumon a l'habitude de venir dans une fenêtre de temps précise, disons en juillet ou en août. Selon l'espèce et la rivière spécifique, une ours avec ses petits a l'habitude de venir à cette rivière au même moment, car c'est ce que faisait sa mère, et la mère de sa mère, et ainsi de suite pendant des milliers de générations. Mais si l'eau devient plus chaude, le saumon peut arriver plus tôt, ou plus tard, et si une ours avec 2 oursons affamés arrive à la rivière à l'heure habituelle, mais que le saumon est déjà passé 2 semaines auparavant, ou qu'il n'est pas encore arrivé et qu'il viendra dans 3 semaines, les petits ne reçoivent pas de nourriture au moment où ils en ont désespérément besoin. Ce n'est pas une catastrophe hollywoodienne avec des tsunamis et des explosions. C'est un léger décalage dans le calendrier qui tue non pas bruyamment, mais progressivement, un ourson par saison, une famille par génération. La deuxième menace est industrielle et elle a une date précise que tout le monde se souvient sur la péninsule de Kamtchatka. À l'automne 2020, au large des côtes de la péninsule, dans la baie d'Avachinskaya, la principale baie de Petropavlovsk-Kamchatski, la seule grande ville de la péninsule, quelque chose s'est produit qui fait encore se contracter l'estomac des habitants, une mortalité massive des organismes marins. Les surfeurs qui entraient dans l'eau subissaient des brûlures chimiques aux yeux et à la peau. Des pieuvres mortes, des oursins, des crabes étaient rejetés sur la plage. L'eau a changé de couleur. L'odeur était telle qu'il était difficile de s'approcher du rivage. Cette histoire a fait le tour des nouvelles mondiales et une enquête a été ouverte. Des dizaines de versions ont été envisagées, une fuite de carburant de fusées des dépôts militaires, un déversement illégal de déchets industriels, une prolifération d'algues toxiques qui auraient pu être provoquées par une eau anormalement chaude. La réponse définitive n'a jamais été trouvée. Certains scientifiques penchent pour la version des algues toxiques, d'autres estiment qu'il y a eu une pollution chimique. Mais le fait demeure, l'une des eaux les plus pures du pays, l'eau dans laquelle le saumon revient après des années dans l'océan, a été empoisonnée. Et personne n'a pu dire exactement pourquoi ni comment. La troisième menace est la plus ancienne et la plus banale de toutes, le braconnage. La pêche illégale du saumon sur la péninsule de Kamtchatka ne se résume pas à 2 hommes avec des cannes à pêche sur la rive. C'est une industrie organisée avec des filets, des bateaux, des équipements de transformation et des canaux de distribution. Selon certaines estimations, le volume de la pêche illégale pourrait représenter jusqu'à 1/3 de la pêche officielle. Cela signifie que pour chaque 3 poissons pêchés légalement, 1 est pêché illégalement. Et cette pêche frappe l'écosystème 2 fois. D'une part, elle réduit le nombre de saumons qui atteignent les zones de frais et laissent une descendance, et d'autre part, elle diminue le nombre de poissons qui meurent après le frai et nourrissent la forêt.
Chaque poisson intercepté par un braconnier en aval représente moins de 130 grammes d'azote et 20 grammes de phosphore qui ne parviendront pas au sol. Multiplie cela par des millions et l'ampleur devient claire. Mais si tout cela ne parlait que des menaces, cette histoire ne vaudrait pas la peine d'être racontée. Parce que les histoires qui se terminent par les mots « tout est perdu » ne changent rien. Elles suscitent de la mélancolie, et la mélancolie paralyse. Voici donc une autre partie de la vérité, celle qui donne des raisons de ne pas baisser les bras. La réserve naturelle de Kronotski a été fondée en 1934 et aujourd'hui elle protège plus de 11 000 km² de terre kamtchadale. À l'intérieur de ses limites se trouve la vallée des geysers, la caldeira du volcan Uzon avec des sources chaudes et des lacs thermaux, et des dizaines de rivières où le saumon vient frayer sous la protection de la loi. Sur le territoire de la réserve, il n'y a pas d'industrie, pas d'extraction, pas de construction. C'est l'une des plus grandes zones protégées de Russie et elle fonctionne. Les ours à l'intérieur de la réserve se sentent si en sécurité qu'ils laissent les gens s'approcher à une distance permettant de prendre des photos sans téléobjectif. La réserve fédérale du sud de Kamtchatka protège le lac Kouril, celui où des millions de phoques viennent frayer et où des dizaines d'ours pêchent en même temps. Cette réserve existe précisément pour que le site de frai le plus productif de la péninsule reste intact et pour l'instant, elle s'acquitte de sa tâche. Ces dernières années, le tourisme écologique a commencé à se développer sur la péninsule de Kamtchatka et c'est, étrangement, l'une des nouvelles les plus encourageantes. L'observation des ours au lac Kouril est devenue un produit touristique qui rapporte de l'argent réel aux communautés locales. Et quand un ours vivant, attrapant du poisson, génère plus de revenus qu'un ours mort ou une rivière vide, les habitants ont un incitatif économique à protéger plutôt qu'à détruire. Ce n'est pas de l'idéalisme, c'est une simple arithmétique. Le touriste paie pour un tour en hélicoptère, pour un hébergement, pour un guide, pour un permis de visite. Cet argent reste dans la région et chaque ours, chaque saumon, chaque geyser devient non pas une ressource à exploiter, mais une ressource à gagner en vivant. La péninsule de Kamtchatka a déjà prouvé qu'elle sait se régénérer. En 1964, le volcan Chivelouch a connu l'une des éruptions les plus puissantes du XXe siècle. La cendre et les pierres ont recouvert les environs sur des dizaines de kilomètres. On aurait dit que la vie sur ces pentes ne reviendrait pas pendant des décennies, mais elle est revenue. D'abord sont venus les lichens, puis les mousses, puis les herbes, puis les buissons, puis les arbres. Les ours sont revenus sur ces pentes. Les renards ont creusé de nouveaux terriers, les aigles ont construit de nouveaux nids. La terre a cicatrisé ses blessures, car la pression n'a pas dépassé sa résistance. Et c'est là toute la question. Ce n'est pas de savoir si la péninsule de Kamtchatka est robuste. Elle l'est, cela a été prouvé par l'histoire géologique et la pratique biologique. La question est de savoir si la pression exercée par l'homme dépassera ce seuil après lequel la régénération devient impossible. Les glaciers peuvent fondre, mais s'ils fondent, jusqu'au point de non-retour, les rivières ne se rétabliront pas en une génération. Le saumon peut survivre à une mauvaise année, mais si les mauvaises années deviennent la norme, la population chutera, et les ours resteront sans nourriture, et la forêt sera privée d'engrais, et le cycle qui a tourné pendant des millénaires s'arrêtera. Feu, eau, poissons, bêtes, forêt. 5 éléments, 5 maillons d'une même chaîne. Chacun dépend de l'autre. Le volcan crée la terre. L'eau l'érode en rivière. Le poisson apporte à ces rivières l'océan. La bête transporte l'océan dans la forêt. La forêt maintient les rives des rivières où naît la prochaine génération de poissons. Et tout cela tourne de lui-même, sans direction, sans plan, sans chef de projet, simplement parce que chaque élément fait ce pour quoi il est destiné. La tâche de l'homme dans ce système n'est pas de le gérer, pas d'optimiser, pas d'améliorer, pas de réorganiser. La tâche est simple et en même temps incroyablement difficile. Simplement ne pas briser ce qui fonctionne sans nous. La péninsule de Kamtchatka s'en sort seule. Elle s'en est sortie seule pendant des milliers d'années avant nous et s'en sortira pendant des milliers d'années après, si nous lui en donnons la possibilité.